Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Manifester ou débattre, les Gilets jaunes ont désormais les deux possibilités. 84 000 personnes ont à nouveau choisi la rue pour un 10e samedi d'affilée. D'autres, vous le verrez, ont commencé à participer aux réunions publiques organisées dans les communes. Cette crise, elle a aussi permis à de nombreux Français de réaliser qu'ils avaient droit à la prime d'activité. 1 sur 3 ne la demandait pas. Ils ont jusqu'au 25 janvier pour s'inscrire à un complément de revenu qui peut monter jusqu'à 150 € par mois. Nous irons aussi au Mexique, sous le choc après l'explosion d'un oléoduc. Des habitants s'approvisionnaient illégalement en carburant. On compte 66 morts et 76 blessés. Dans ce journal également, la seconde vie des appareils électroménagers. Des entreprises ont fait du reconditionnement une activité à part entière. Des réfrigérateurs, des machines à laver jusqu'à 70% moins chers. Et puis qu'ils soient torsadés, bouclés, de briques ou en damier, le point de tricot n'est plus un langage réservé aux femmes. Les hommes, eux aussi, sont devenus des toqués des aiguilles et pas seulement pour se détendre. Ce 10e samedi d'action des Gilets jaunes aura donc été marqué par deux constats. Le premier, c'est la stabilité quasi parfaite de la mobilisation avec 84 000 personnes dans toute la France, le même chiffre que la semaine dernière. Le second point, c'est la baisse des violences, un phénomène particulièrement vrai à Paris où le cortège avait été déclaré. Les manifestants se sont également, vous allez le voir, montrés beaucoup plus organisés. Reportage François-Xavier Ménage, Frédéric Agnès et Christophe Moutou. Du service d'ordre pour le cortège, pour le rassemblement. Des dizaines de gilets jaunes dans le rôle d'encadrant avec ce brassard blanc. 10 h ce matin, les derniers préparatifs, esplanade des Invalides. Les militaires, s'il vous plaît, les militaires en premier. Des hommes se présentant comme ayant servi dans l'armée pour ouvrir le cortège. Un cortège où l'on rencontre aussi des médics. On suit les petits rizelins. Des gilets jaunes travaillant dans le monde médical et ici, dans le rôle de secouriste. Là, c'est une petite mixture au Malox. Malox, 50% de Malox, 50% d'eau. Ça évite de brûler le visage une fois qu'il y a les lacrymos, bien sûr. Cette femme assure avoir soigné plusieurs blessés depuis le début du mouvement. Flashball dans l'œil, flashball dans tout le corps, dans la tête. Probablement trauma crânien, mais après, je ne suis pas médecin pour le dire. Les médics sont présents à chaque carrefour, équipés parfois pour affronter d'éventuels gaz lacrymogènes. Autre organisation, pour distribuer cette fois des pancartes plastifiées à réutiliser. Nous avons la solution, c'est la dissolution. Petit message pour Monsieur le Président. La police est là pour nous protéger, mais qui nous protège de la police? Dans la foule, les slogans sont de plus en plus travaillés. Cet homme a dans les mains un message anti-Macron en anglais et en chinois. C'est pas inutile qu'à l'étranger, car à l'étranger on a beaucoup de camarades, ils sachent ici qu'on existe, qu'on manifeste et qu'on lâchera pas, voilà. 16 h 30 alors que la mobilisation se passait calmement, les premiers débordements dans la capitale. Quelques jets de pierre, des gaz lacrymogènes en réponse, les forces de l'ordre avancent au pied des Invalides. Peu de dommages matériels et un canon à eau pour disperser ici les derniers manifestants. Et cette nouvelle mobilisation, elle arrive alors que le grand débat national a été lancé officiellement cette semaine avec du coup cette question, faut-il encore descendre dans la rue ou est-il temps de se mettre autour d'une table? Nous sommes allés la poser dans les manifestations. Julien Roux et nos correspondants en région. À Bordeaux, au lieu de la contestation des Gilets jaunes, le grand débat divise les manifestants. Il y a quand même une avancée. Le temps le dira. Oui, il y a quand même une avancée. Je suis pessimiste, j'y crois pas trop. Il a mis un peu d'eau dans son vin. Je pense qu'il ne faut pas lâcher le mouvement, il faut continuer à ce qu'il nous écoute. Il faudrait un peu qu'il se décide, qu'il n'attende pas 2 mois, noyer le poisson, qu'il prépare ses élections, voilà, et qu'il endorme les gens, quoi. Est-ce un effet du débat? Le mouvement a été moins suivi aujourd'hui. 4000 personnes dans les rues de la capitale girondine selon la préfecture, 2000 de moins que la semaine dernière. Des affrontements ont émaillé la fin de la manifestation. Des tensions également signalées à Marseille. Le lancement du grand débat n'a pas calmé le mécontentement. Moi, depuis le début, je dis que le débat, c'est de l'enfumage et c'est de la campagne électorale. Point barre. Défiler dans le calme à Tours. Battre le pavé ou débattre, certains ont hésité jusqu'au bout. Je pensais au départ y participer. En réfléchissant, je me dis que c'est un leurre. C'est un moyen de gagner du temps.
parce qu'il y a eu d'autres consultations qui ont été faites et on n'a jamais tenu compte de l'avis des gens qui se sont exprimés. Plus qu'un débat, les Gilets jaunes revendiquent toujours l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. 2500 Gilets jaunes se sont retrouvés à Angers. Cette manifestante a rempli un cahier de doléances en mairie, mais sans conviction. Je le fais par principe, mais je ne m'attends pas à des miracles non plus de la part de M. Macron. Et des autres. Continuera à aller dans la rue. Oui, bien sûr. Tant qu'il n'aura pas lâché l'ISF et des choses bien précises. Dans le Nord, à Lille, des manifestants demandent un débat pour tous. J'habite une petite commune où je me suis renseignée, je n'ai pas de débats qui sont organisés. J'ai un simple cahier de doléances. J'aimerais assez que la notion de débat soit obligatoirement organisée à toutes les échelles. À Brest, certains ont décidé de raccrocher leur gilet cet après-midi pour participer à un débat avec leurs députés. Je ne suis pas sur les manifestations aujourd'hui parce que pour moi c'était vraiment important d'être au contact de monsieur Larsonneur aujourd'hui. C'est une opportunité de se faire entendre et de faire des propositions. Dans plusieurs villes, on a observé une baisse de la mobilisation pour cette 10e journée d'action. À Toulouse, en revanche, un record de fréquentation a été enregistré avec 10 000 manifestants selon la préfecture. Et justement, je vous propose d'aller à Toulouse, retrouver Florian Nitzler. Bonsoir Florian, 10 000 personnes, on le disait à l'instant, c'est une mobilisation record pour la ville depuis le début du mouvement. Effectivement, 10 250, même si on veut être très précis, d'après la préfecture. Alors, comment expliquer ce record? Eh bien, les Gilets jaunes occitans ont voulu faire de Toulouse le point de convergence régionale de cette 10e journée de mobilisation. C'est pour ça que dans la manifestation, on a vu beaucoup de Toulousains, bien sûr, mais aussi des gens venus d'Albi, des Pyrénées, de l'Ariège, des gens qui avaient fait 1, 2, voire 3 heures de route pour être à Toulouse aujourd'hui. Autre chose aussi, cette semaine, vous le savez, Emmanuel Macron a lancé le grand débat. Eh bien, beaucoup de Gilets jaunes estiment que plusieurs de leurs revendications centrales, comme le référendum d'initiative citoyenne ou le retour de l'ISF, ne sont pas abordées dans ce débat et ils voulaient le faire entendre aujourd'hui. Alors là, il est 20h, il y a eu quelques affrontements avec les forces de l'ordre en fin de manifestation, mais les choses sont en train de revenir au calme. Merci beaucoup Florian. Et vous le disiez, pendant ce temps-là, d'autres Français ont choisi de débattre. D'ici le 15 mars prochain, ce sont des centaines de réunions publiques qui vont être organisées un peu partout. Nous sommes allés à Münster, dans les Vosges. Reportage Jacques Boivin et Laurence Claude-Pierre. Moi, je proposerais de mettre en place une politique de ferroutage ambitieuse. Moi, je voudrais soumettre la possibilité de la gratuité des transports en commun. Notre vallée verte est une autoroute de bagnole. 20 000 voitures par jour en été ou des choses comme cela. L'environnement au cœur du débat. Cet après-midi, dans la salle municipale de Münster, une centaine d'habitants de toute la vallée ont fait le déplacement pour soumettre leurs propositions. Toutes sont notées et seront mises en forme. L'exercice séduit. C'est une bonne chose, c'est ce qu'il faut. Parce que à quoi ça sert de réclamer ou c'est remuer dans les brancards si vous-même vous y allez pas. Les maires de la vallée sont les chefs d'orchestre de cet exercice. Il ressemblait parfois à un inventaire à la Prévert. Baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits de première nécessité, non seulement l'alimentation, mais aussi tout ce qui est vêtements, tout ce qui est chaussures, parce que ça, c'est les besoins vitaux. Il faut inclure tous les maires des petites, moyennes ou grandes communes dans l'insertion des demandeurs d'emploi. J'ai entendu dire que la prochaine réforme, ça serait celle de la fonction publique. Et j'espère devenir fonctionnaire, du coup, elle m'inquiète un peu. Et j'aimerais simplement que le gouvernement explique ce que ça va donner, ces histoires de contractuels. De rares gilets jaunes sont présents, mais pas mécontents quelque part d'être à l'origine de ces échanges. Un grand débat sans les gilets jaunes, ça n'aurait jamais eu lieu. La hausse du SMIC, ça n'a jamais eu lieu. En 40 ans de syndicalisme, il n'y a jamais eu des avancées comme il y a eu là en 2 mois. Le démantèlement. Une cinquantaine de propositions ont vu le jour cet après-midi. Elles parviendront dès la semaine prochaine à Paris à la mission Grand Débat. Et sachez que sur le canal 26, LCI consacre sa soirée à ses premiers débats locaux et à cette 10e journée d'action des Gilets jaunes. Ces dernières heures ont aussi été diffusés les chiffres concernant le manque à gagner pour les commerçants. En décembre, ils ont enregistré une baisse de 4% de leur chiffre d'affaires sur tout le territoire. Cela peut sembler modeste, mais vous allez le voir, les situations sont très différentes d'une région à une autre. Valentin Després, Louise Marcy et Marion Fiat. Grilles baissées, vitrines barricadées, rues désertes.
Pour les commerçants du centre-ville d'Angers, c'est un samedi noir. Défilé des Gilets jaunes oblige, la préfecture a fait boucler l'hypercentre. Il faut désormais tout ranger. Bien barricader les terrasses, de ne pas exploiter les terrasses, que rien ne traîne pour éviter tout débordement. Nathalie Ferreira s'en serait bien passée. En 2 mois, elle a déjà perdu 50% de son chiffre d'affaires. Désormais, elle envisage le pire. Moi, si ça continue, je ferme. Je ferme parce que je ne pourrais pas tenir. Finalement, pas avoir de salaire, c'est pas une vie non plus. Je ne vais pas m'endetter non plus. C'est ridicule. Et elle n'est pas la seule. En France, les magasins ont enregistré une baisse de leur activité de 4% en décembre. Si la restauration résiste, les enseignes de loisirs et de services sont en recul, tout comme les magasins de chaussures et d'habillement avec 4,5% et 5% de chiffre d'affaires perdu le mois dernier. Les plus touchés sont les vendeurs de cosmétiques et les pharmacies, moins 7%, ainsi que les enseignes de bricolage, moins 8% en moyenne. Une situation de plus en plus intenable pour cette parfumerie et ce pressing ici en Moselle. Milieu de journée, aujourd'hui un samedi, le deuxième samedi des soldes. Voilà, 386,99 € en caisse. C'est une catastrophe. 50,60 € TTC en caisse. Il faudrait au moins avoir 500, 600 € déjà en milieu de journée, quoi. Pour exprimer leur ras-le-bol, ces pancartes en vitrine, commerce à vendre. Il y a vraiment un risque, c'est pas pour faire rigoler, c'est réel, le problème est réel. Aujourd'hui, si le banquier n'était pas là, si on n'avait pas le soutien du banquier, je ne sais pas comment on ferait. Le blocage des routes par les Gilets jaunes a paralysé toute la France. Si la région Auvergne-Rhône-Alpes se défend, partout ailleurs, la fréquentation des magasins a chuté en décembre. Les Hauts-de-France et le centre Val-de-Loire sont les plus touchés, 5 et 8% d'affluence en moins. À Lille, les clients ont fui cette galerie marchande du centre-ville. Les gens sont craintifs et préfèrent à la limite aller sur la périphérie, par exemple, où il y a moins de risques de rencontrer des manifestations, des gilets jaunes. Pour les professionnels du commerce, ni les soldes ni les achats sur Internet ne permettront de compenser le manque à gagner. Et puis intéressons-nous maintenant à une conséquence vertueuse de ce mouvement. Avant la crise, 1/3 des Français éligibles à la prime d'activité ne la demandaient pas. La publicité faite à cette mesure a donc provoqué une ruée dans les caisses d'allocation familiale. 300 000 dossiers supplémentaires depuis le 1er janvier. Vous avez jusqu'à vendredi prochain pour vous inscrire. Céline Blancpain et Brice Gérès. Emmanuel, 29 ans, est employé dans un supermarché. Célibataire sans enfant, il gagne 1 400 € net par mois et n'a jamais touché la prime d'activité. J'avais fait une demande il y a 2-3 ans, mais on m'avait dit qu'avec ce que je touchais, j'y avais pas droit. Nouveauté cette année, la prime est élargie à 1 million de ménages supplémentaires. À partir de février, Emmanuel recevra un complément de revenus estimé à 152 € par mois. Ouais, 10% de mon salaire, ouais, quand même. Ça risque de mettre un peu de beurre dans les épinards, ouais, quand même. Aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes ont franchi la porte de cette agence des caisses d'allocation familiale à Lyon. Est-ce que vous connaissez le montant que vous avez déclaré aux impôts ? Une affluence particulièrement forte, car pour toucher la prime le 5 février, il faut déposer son dossier avant le 25 janvier. Là, on est sur près de 10 000 demandes reçues au mois de janvier. Donc 10 000 demandes, c'est un chiffre qui est assez énorme. On est effectivement 5 fois plus que ce qu'on recevait sur les mois précédents. Un coup de pouce pour le pouvoir d'achat qui devrait faciliter le quotidien de Clara, réceptionniste dans un hôtel. Ça fera quasiment 100 € de moins pour le loyer, donc c'est déjà bien. Toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne sur le site internet de la CAF. Le gouvernement rappelle que 4 millions de foyers aux revenus modestes sont désormais éligibles à la prime d'activité. Autre grand titre de ce samedi, ce drame épouvantable au Mexique qui s'est produit la nuit dernière dans le centre du pays. Des habitants s'approvisionnaient illégalement en carburant directement sur un oléoduc. Eh bien, ce dernier a fini par exploser. On déplore déjà 66 morts et des dizaines de blessés. On fait le point avec Catherine Charles. Une explosion dans la nuit. Des cris, des silhouettes enflammées qui tentent de s'échapper. L'incendie d'un oléoduc à une centaine de kilomètres au nord de Mexico a fait la nuit dernière 66 morts et 76 blessés, rapidement évacués dans les hôpitaux de la région. La cause de cette catastrophe, le vol d'essence. Plus tôt dans la journée, comme le montrent ces images sur les réseaux sociaux, des habitants de Tahuelilpan, proche de l'oléoduc, étaient venus munis de bidons et de jerrycans se ravitailler à même le conduit où l'essence fusait en geyser. Tout à coup, en début de soirée, c'est l'explosion.
Les habitants choqués se rendent alors sur place pour avoir des nouvelles de leurs proches et tenter de comprendre. Mon frère était là-bas en train de prendre de l'essence. Quand l'explosion a eu lieu, il y était. Je ne sais pas s'il a pu s'en sortir. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Ils n'étaient pas 10 ou 20, ils étaient des centaines à tenter de prendre de l'essence qui sortait du conduit. Nous connaissons les risques de ce genre d'activité, mais les jeunes, eux, ne se sont pas rendus compte. D'autres s'interrogent. Je crois que ces vies auraient pu être sauvées si les soldats avaient fait leur travail pour éloigner les gens et les empêcher d'approcher. Voler du carburant est devenu monnaie courante dans un pays où le pétrole se vend aussi au marché noir. Selon les chiffres officiels, 10 000 siphonnages ont été enregistrés en 2017. Une perte de 3 milliards de dollars pour l'État mexicain. Ce soir, le pays compte encore ses victimes et les unités de lutte contre les incendies surveillent toujours la région. Aux États-Unis, dans 2 heures maintenant, Donald Trump doit faire une annonce que le président a lui-même qualifiée de majeure. Elle concerne évidemment le fameux shutdown, ce blocage entre la Maison-Blanche et les élus démocrates. Résultat, depuis maintenant 29 jours, 800 000 fonctionnaires ne sont plus payés. Jamais le pays n'a connu une telle crise du budget. Et les agents concernés, vous allez le voir, ont dû avoir recours à la charité. Marie Chantret et Mathieu Berrien. La nouvelle a très vite fait le tour de la ville de Washington. Quelques minutes d'attente par 0 degré. Ici, des repas gratuits sont distribués. Initiative d'un célèbre chef cuisinier de la capitale américaine. Au menu aujourd'hui, soupe à la tomate et aux fenouilles et salade de quinoa. Je peux voir votre carte d'identité? Agents du FBI ou employés de l'administration, point commun de ces bénéficiaires, ils sont tous fonctionnaires et depuis presque un mois, ils n'ont pas touché de salaire. Dana travaille au département de la justice et la situation commence à se compliquer. Je ne suis pas payée, personne n'est payé de toute façon, qu'on aille travailler ou pas. Ce blocage, c'est dur pour tout le monde. Dans tout le pays, ils sont 800 000 dans ce cas. Des policiers, des militaires, certains sont au chômage technique, d'autres continuent de travailler, mais à chaque fois sans être payés. Résultat du bras de fer engagé par Donald Trump pour construire un mur à la frontière mexicaine, son coût 5 milliards de dollars que l'opposition démocrate refuse d'intégrer dans le budget. Je suis en colère parce que Trump ne comprend pas ce que ces décisions provoquent. Si c'était à lui que ça arrivait, si sa famille n'avait pas de quoi se payer de la nourriture, un toit, peut-être qu'il verrait les choses différemment. Autre initiative, dans cette épicerie éphémère, une célèbre marque de produits alimentaires donne aux fonctionnaires qui en ont besoin de la nourriture. Tout est ici gratuit, elle doit rester ouverte 5 jours pour le moment. Pâtes, fromage, plats cuisinés, tout est à disposition et dans les esprits pointent déjà de nombreuses inquiétudes. Payer ses factures, rembourser un prêt, alors certains s'organisent jusqu'à opter pour un petit boulot temporaire. Je cherche quelque chose de courte durée, histoire de joindre les deux bouts. Oui, je suis au chômage technique, mais j'ai besoin de gagner ma vie. Depuis quelques jours, les grandes banques ont mis en place des facilités de paiement pour ces fonctionnaires. Selon les spécialistes, ce shutdown le plus long de l'histoire pourrait coûter cher à l'économie américaine. Revenons maintenant en France avec cette mauvaise nouvelle pour un fleuron de l'industrie nationale. Le français Alstom et l'allemand Siemens avaient comme ambition de fusionner. Ils voulaient devenir l'Airbus du rail. L'idée était de pouvoir faire face à la concurrence chinoise. Mais les dernières indiscrétions venues de Bruxelles laissent entendre que la Commission européenne a de telles exigences que le projet ne se fera sans doute pas. Les explications de Maude Gatineau et Olivier Standbach. Le français Alstom et l'allemand Siemens, deux concurrents qui s'entendent sur un proverbe, l'union fait la force. Depuis des mois, les deux constructeurs veulent fusionner pour mieux résister sur le marché du ferroviaire, mais l'Europe est encore réticente. La Commission européenne estime que si on marie Alstom et Siemens, on aura un quasi-monopole européen et donc fatalement, les prix que pratiquerait ce monopole européen seraient élevés. Et donc, ce serait le consommateur européen qui paierait la note de cette fusion. Aujourd'hui, Alstom et Siemens vont bien, mais ils ont peur de l'avenir et surtout de ce géant chinois, CRRC.
Son chiffre d'affaires est de 30 milliards d'euros. C'est 2 fois plus que celui de leurs 2 entreprises réunies. Il a construit dans son propre pays le plus grand réseau de lignes à grande vitesse du monde. Il s'étend sur 22 000 kilomètres. Aujourd'hui, CRRC compte bien s'exporter partout à l'international en proposant des tarifs plus bas. Une menace pour les constructeurs européens. Résultat, même le gouvernement français soutient la fusion d'Alstom avec son concurrent allemand. Si nous ne sommes pas en capacité de créer un champion industriel, ça interroge sur la capacité de l'Union européenne à porter des projets industriels ambitieux. La Commission européenne souhaite qu'Alstom et Siemens cèdent une partie de leurs activités avant de fusionner, ceci pour entretenir la concurrence. Mais les 2 entreprises ne sont pas prêtes à tous les sacrifices. Le verdict sera rendu au plus tard le 18 février. En consommation, voilà maintenant un marché qui est non seulement écologique, mais aussi très économique. Certaines entreprises se sont spécialisées dans le reconditionnement d'appareils électriques, des réfrigérateurs, des machines à laver, des smartphones, dont on a changé quelques pièces et qui sont 2 à 3 fois moins chères. Une aubaine pour bien des clients. Reportage Gaël Charnet et Mickaël Clément. Ils ont l'air neufs et pourtant ils sont vendus jusqu'à 70% moins cher. Quel est donc le secret de ces ordinateurs ou de ces cuisinières? On n'a plus les moyens de se payer des trucs à 500 ou 600 euros. Moi, je suis franche, une machine, une télé, ça dure 5 ans. Hein. C'est fait pour tomber en panne à tel moment. Des appareils reconditionnés. En d'autres termes, remis en état. Le côté écologique, déjà, ça évite de jeter des produits qui peuvent encore se servir. C'est un peu pour lutter contre l'obsolescence programmée des appareils. Dans cette banque, on change d'ordinateur, de smartphone tous les 3 ans. 7500 équipements qui font le bonheur du reconditionneur. C'est du bon état. Mais bon, après, il faut faire des tests pour voir si c'est fonctionnel. En tant que banque, vous comprenez que les données sont une donnée essentielle pour nous, donc c'est important de confier ça à un professionnel qui répond à nos exigences, qui reconditionne en effaçant les données de manière non réutilisable. Je lance l'effacement. Adieu les précieuses données donc. Au programme, une augmentation des performances. Là, je change les barrettes de RAM parce qu'à l'intérieur, il n'y en avait pas. Et une dizaine de tests avant la mise en rayon avec une garantie d'1 an. Et ce matériel à remettre en état, il ne provient pas uniquement des entreprises. Ces machines viennent de la grande distribution, ou plus étonnant, de la déchetterie. Il y a des appareils qui subissent soit des anomalies, soit qui sont remplacés alors qu'ils sont encore fonctionnels parce que quelqu'un veut un appareil plus récent. Ils ont besoin d'une nouvelle pièce ou d'un simple rafraîchissement. Cette entreprise est devenue l'un des plus gros reconditionneurs de la ville. Les salariés, en contrat d'insertion, remettent en état 3000 appareils chaque année. Ce sont des moteurs de machines à laver. On considère que pour remettre à neuf de l'électroménager dit hors d'usage, il nous faut 5 machines pour en refaire une à neuf. Vous pensiez votre sèche-linge ou votre frigo bon pour la casse? Pas sûr donc. L'an dernier, 140 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus. Un marché en pleine croissance. Autre marché parallèle qui intéresse beaucoup les publicitaires, ce sont évidemment les réseaux sociaux. On parle beaucoup de ces blogueurs célèbres qui en vivent d'ailleurs très confortablement. Mais il n'est plus besoin aujourd'hui d'avoir des millions d'abonnés pour intéresser les marques. Bien au contraire, leur nouvelle cible, ceux que l'on appelle les micro-influenceurs. Et le principe est simple, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Enquête Alexia Meyer et Alexandre Godin. J'ai ma petite lumière, ma caméra, mon trépied. Et puis c'est parti quoi. Elle est inconnue du grand public mais intéresse les plus grandes marques de cosmétiques. Aujourd'hui je vais vous présenter mes nouveaux produits cheveux. Angélique Vélia distille ses coups de cœur et ses conseils sur les réseaux sociaux. Il y a 3 produits chouchous que j'aime énormément. À 25 ans, la jeune femme a de l'influence sur Internet tous les jours. 39 000 personnes la suivent, l'équivalent d'un stade de foot. Je me sens vraiment utile, j'aide, j'ai des retours. J'ai des gens qui me disent « j'ai testé ça, t'avais raison, c'est super ». Ça donne le sourire quand on voit que le nombre d'abonnés augmente. Ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui vous découvrent. Il y a de plus en plus de personnes qui vont suivre vos conseils. Comme elle, des milliers de jeunes partagent leur passion sur Internet. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Leur arme, un blog, une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Vous pouvez vous lisser les cheveux, faire le brushing. Ils sont ce qu'on appelle des micro-influenceurs.
c'est des gens lambda, mais qui ont un point de vue très précis. Ils vous ressemblent et leur avis compte. C'est juste du bouche à oreille, mais industrialisé grâce aux réseaux sociaux. Résultat, 3 internautes sur 4 ont déjà acheté un produit sur leur conseil. Alors, comment expliquer un tel phénomène? Viviane Lipskier étudie les comportements des micro-influenceurs, ces anonymes du web. Aujourd'hui, ils sont chouchoutés par les plus grandes marques de cosmétiques ou de prêt-à-porter. Leur cible, les moins de 35 ans. Ces jeunes ne sont plus attirés par la publicité traditionnelle, ils ne la voient tout simplement plus. Ils passent leur temps sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Alors si on veut les attraper, il faut aller là où ils sont et leur parler au travers des gens avec qui ils parlent eux-mêmes, avec lesquels ils sont en conversation permanente, les micro-influenceurs. Impossible donc de faire de la publicité sans eux. Donc là on est sur Raphaël. Ok, est-ce que tu peux Samuel Guèze l'a bien compris. Je peux voir cette photo? Est-ce que c'est... Il a lancé sa marque de bougies parfumées il y a 4 ans. Ici, vous avez l'étendue de nos parfums. On a 18 parfums. On était 3 l'année dernière, on est 23 cette année. On a multiplié par 8 nos effectifs. Sa croissance, il la doit exclusivement à Internet et aux micro-influenceurs. Pour faire connaître son produit, il a simplement envoyé quelques bougies gratuitement à ces nouvelles vedettes du web. Pour obtenir la croissance qu'on a su avoir cette année, on a doublé notre chiffre d'affaires. Il nous aurait fallu investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans des canaux traditionnels, que ce soit de la presse papier, que ce soit de la presse en ligne. Là, ça nous a coûté des bougies à envoyer. Pourtant, ces micro-influenceurs peuvent réussir à obtenir une rémunération. Sans le savoir, quand vous consultez vos réseaux sociaux, vous regardez parfois une publicité. Et la mention « partenariat rémunéré » se fait discrète. Le tarif est en général d'1 centime par nombre d'abonnés. Avec 10 000 abonnés, l'influenceur peut toucher 100 € pour publier une photo sur Internet. Le nombre d'abonnés est un enjeu, mais il y a aussi des pièges à éviter. Alors, par exemple, on a travaillé pour une marque de couteaux qui fait des couteaux personnalisés. Sébastien Bouillet est un chasseur de tête nouvelle génération. Il met en relation entreprises et influenceurs. Et son cauchemar, ce sont les faux profils. Car il est facile d'acheter des abonnés fictifs sur Internet. Ce qui va mettre la puce à l'oreille, c'est l'analyse des comportements. On va voir ici en rose des comportements normaux de gens qui vont interagir très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et en zone plutôt grisée, des gens qui ont liké une seule fois un contenu et derrière n'ont plus jamais eu d'activité. L'enjeu pour la marque, c'est d'identifier ces faux comptes Instagram de manière à ne payer une visibilité qu'auprès de gens qui existent réellement. Qu'ils fassent de la publicité ou partagent simplement leur passion, les micro-influenceurs ont le vent en poupe. La clé de leur succès, c'est qu'ils ont les mêmes envies, les mêmes coups de gueule et les mêmes coups de cœur que vous. Cette vidéo est terminée, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On va évoquer maintenant ce coup de filet cette semaine dans le monde des tournois de tennis. 4 joueurs français ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir perdu de façon intentionnelle un set ou un match afin d'orienter les paris. Une enquête partie de Belgique qui concerne pas moins de 6 pays européens. Et vous allez le voir, il n'est pas très difficile de trouver les sportifs qui ont été sollicités et même menacés. Jean-Pierre Ferret, Laurent Gérodino et Olivier Santiki. Ton copain c'est Mertens ? Je vais lui casser les jambes et la tête. Voici l'un des nombreux messages reçus par la petite amie de Yannick Mertens, 521e joueur mondial, après un match lors du tournoi de Bressuire. Il était favori, il a été battu, cette défaite a fait perdre de l'argent à des parieurs. Dès la fin du match, il se déchaîne. Ça se passe régulièrement, comme tu vois, tu reçois des messages comme ça, ou même ma copine, elle reçoit des messages sur son compte Facebook et Instagram des parieurs qui t'insultent. Pourtant, nous ne sommes pas à Roland-Garros, mais à Bressuire, un tournoi de 4e division. Ce sont sur ces tournois mineurs où les joueurs ne gagnent que quelques centaines d'euros que se concentrent plus de 70% des paris. Plus fragiles financièrement, beaucoup moins médiatisés, inconnus du grand public, ces joueurs sont des proies beaucoup plus faciles que les meilleurs mondiaux. Parier sur ces tournois est interdit en France, mais des sites installés à l'étranger proposent de miser sur la victoire d'un joueur, mais pas seulement. Ça peut être donc la perte d'un jeu, ça peut être la perte d'un set, ou ça peut être la perte d'un engagement, par exemple la deuxième balle de service au 3e jeu du 2e set. Évidemment, quelqu'un qui les contacte, leur dit écoute, si tu perds simplement un jeu dans le 2e set, tu as 1000 ou 2000 euros, il y en a qui se laissent attraper.
538e joueur mondial, le Français Lenny Mtchana a reçu ce genre de proposition. Moi, c'est les messages que j'avais reçus, proposer de faire du business, quelque chose comme ça. J'avais reçu le message d'un Égyptien. C'est vrai que si on a 16, 17 ans, qu'on commence le circuit, qu'on est un peu jeune, qu'on reçoit ce genre de message, oui, ça peut effectivement être un peu difficile. Ces corrupteurs proposent entre 1 000 et 10 000 euros. La tentation peut être grande, d'autant que les parieurs n'hésitent pas à se déplacer pour mettre la pression. Sur cette photo, publiée cet été par une joueuse, on en devine perchés sur des toits. Cette semaine, plusieurs ont été repérés à Bressuire. On les soupçonne d'avoir tenté de corrompre des joueurs. Nous, cette semaine, on a surpris 7 personnes qui n'avaient rien à faire ici. On sait que certains ont beaucoup de liquide dans leur poche. Ils sont habillés comme des entraîneurs, comme avec survêt, capuche, tennis. On pensait qu'ils font partie d'un staff quelconque. Mardi, 4 Français ont été interpellés dans le cadre d'une vaste enquête internationale. Il s'agit de démanteler un réseau de corruption très structuré. Une centaine de joueurs pourraient être impliqués. Partons à présent en Californie avec cette décision pour le moins radicale. Depuis le 1er janvier dernier, la vente de chiens et de chats d'élevage est strictement interdite sous peine d'amende. Désormais, les animaleries ne peuvent proposer aux clients que des animaux issus de refuges. Une victoire pour les associations locales. Marie Chantret et Adrien Ponsard. Ils cohabitent depuis à peine 2 semaines. Hey Marble, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison? Et entre ces deux-là, c'est déjà une longue histoire. Marble est un jeune pitbull de 3 ans. Sharon, sa nouvelle propriétaire, a tout de suite eu le coup de cœur. Le processus d'adoption s'est fait en quelques jours seulement. Il est tellement reconnaissant avec nous d'avoir trouvé une nouvelle famille. On devait en trouver un qui s'entende bien avec notre autre chienne, et c'est le cas. Ils sont ensemble tout le temps. Dans un État américain où plus d'un Californien sur 2 a un animal de compagnie, cette nouvelle loi est une victoire pour les associations de défense de la cause animale. Ce jour-là, l'une d'entre elles intervient dans un élevage de chiots et de chatons aux pratiques très discutables. Des cages mal nettoyées et des règles élémentaires d'hygiène non respectées. On constate un mauvais état général, des problèmes de peau. La négligence se ressent partout. Des images que ne veulent plus voir les autorités. Alors pour endiguer le phénomène, la Californie interdit désormais aux animaleries de vendre ces bêtes provenant de ces élevages. Elles ne pourront être issues que de refuges. Dans ce centre en banlieue de Los Angeles, on recueille quotidiennement des animaux abandonnés. Ici, les bêtes sont soignées, rééduquées. Jack en est le responsable. Lui, vous pouvez l'adopter tout de suite. Et depuis plusieurs mois maintenant, lui et ses équipes travaillent directement avec les animaleries. Il a l'air de bien vous aimer. D'ici quelques jours, certains de ces chats se retrouveront en boutique pour être adoptés. On a fait plier ces élevages intensifs en leur disant « Vous savez quoi ? Faire du business avec les animaux sans respecter une certaine éthique, c'est plus possible. » Pour les animaleries qui ne respecteraient pas cette nouvelle législation, une amende de 450 € est prévue. Dans ce commerce, les clients applaudissent le texte. Tant de chiens ont besoin d'être sauvés. Il n'y a pas de raison de dépenser beaucoup d'argent pour les acheter. Et pour la propriétaire de cette boutique spécialisée, le chiffre d'affaires ne sera pas affecté. Le marché des animaux de compagnie est très large et on peut encore l'étendre avec tous les produits dérivés et les accessoires. Le business n'est pas prêt de s'arrêter. Adopter plutôt qu'acheter, la Californie est donc pionnière sur le sujet, mais d'autres États américains pourraient prochainement suivre le même exemple, comme ici sur la côte est des États-Unis. On estime que dans le pays, plus de 6 millions d'animaux sont abandonnés chaque année. Et voilà une nouvelle tendance qui fonctionne aussi bien à Hollywood qu'à Paris ou Marseille. Les hommes se mettent ou se remettent au tricot. Les acteurs Ryan Gosling ou Russell Crowe n'hésitent plus à l'assumer comme passe-temps. Et en France, ils sont de plus en plus nombreux à maîtriser parfaitement le point Tour Eiffel. Reportage Anne-Marie Blanchet, Bertrand Lachat et Cédric Even. Mains agiles ou novices, marquées ou jeunes, mains de femmes, mains d'hommes, de plus en plus. Des hommes qui tricotent, je trouve ça génial, normal. Plus il y en a, plus on discute de plein de choses.
C'est la première personne avec qui j'ai discuté tricot et c'était un homme. Voilà, tu rentres dans la boucle. Dans les pays scandinaves, les hommes tricotent autant que les femmes. Soit plus lâche, voilà. Et pas seulement dans les cafés tricot. En France, le changement s'amorce. Bon, je crois qu'il me faut un Bloody Mary là. J'ai fait des choses très très simples. Mais quand la pièce est finie, on a une vraie satisfaction à se mettre autour du cou, se mettre sur le corps. Ce qu'on a fabriqué soi-même, c'est beaucoup plus gratifiant que d'acheter une pièce toute faite. La passion des aiguilles, Enrico Castronovo, lui, l'a découverte voici 11 ans en arrivant à Paris. J'étais en colocation avec une fille qui faisait du tricot. Et là, je l'ai un peu regardé faire et tout de suite, j'ai été fasciné, j'ai adoré. Et depuis le soir où j'ai appris à tricoter, je pense qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que j'ai tricoté. Lainage, pulls, chaussettes. Il développe ses créations dans sa mercerie, vend ses patrons sur Internet dans le monde entier et transmet son savoir-faire. Sur 5 élèves que j'ai au cours débutant, presque toujours il y a au moins un garçon. Et après, j'ai des couples qui attendent la venue du premier enfant et qui décident de se mettre au tricot, mais ensemble. Des pelotes, partout, dans tous les coins. C'est chez Zach. Il a même abandonné son ancien métier dans le marketing pour se consacrer à sa passion, lui aussi. Le fun, c'est de s'amuser avec les points, de changer de technique, de changer de fil, d'aller s'amuser avec à un moment donné un petit fil de mohair qui est hyper léger mais qui va donner un peu de transparence, de s'amuser avec une aiguille qui va être très grosse et un fil très fin pour avoir un effet dentelle. Son dada, les accessoires, la décoration. Là, c'était mon petit cactus de Noël. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit renard. Ah oui, mais il est là. Et là, il y a un mini-moi. Sur son blog, de nombreux tutos, des leçons en vidéo. Du rond magique. Bref, Zach... Je donne pas mal d'ateliers en fait, toujours dans cet esprit de se dire qu'en faisant des choses avec ses mains, on peut s'amuser et s'éclater. Au bout du tricot, du partage, des rencontres, de nouvelles amitiés, un nouveau phénomène social sans tabou. Et puis avant de refermer cette édition, une dernière image, le train des pièces jaunes qui vient d'arriver à Paris ce soir. L'opération fête ses 30 ans cette année et elle a pour parrain Didier Deschamps. Jusqu'au 16 février prochain, vous pouvez donc vous procurer les petites tirelires qu'on connaît bien et les remplir de petites pièces. Elles serviront à financer des projets pour accompagner les enfants à l'hôpital. Et puis, modernité oblige, vous pouvez aussi donner 5 € directement à l'aide de votre téléphone portable par SMS. Vous envoyez don, DON, au 92 111. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, dernier, qui veut gagner des millions de Jean-Pierre Foucault, qui passe, vous le savez, le relais à Camille Combal. Je vous souhaite donc une très belle soirée sur TF1 et je vous dis à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.